Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Voix de flic. Si vous avez toujours voulu savoir pourquoi tout le monde déteste la police, si vous êtes toujours demandé si la police était plus appréciée avant ou pas, et si vous voulez avoir des pistes de réflexion sur le pourquoi la police a une mauvaise image en 2024, vous êtes au bon endroit. Avant d'embrayer tout de suite sur le sujet, je vais rapidement me présenter pour ceux qui n'ont pas encore écouté d'épisode. J'ai été policier pendant 8 ans, 6 ans à l'intervention, 2 ans au niveau de la police judiciaire. Et le but de ces podcasts est de donner la parole à des policiers afin de parler eux-mêmes de la police. Car à l'heure actuelle, on entend tout le monde parler du sujet policier, sauf les principaux intéressés, les policiers eux-mêmes. Et comme tous les épisodes de Voix de flic, l'épisode qui suit n'a pas vocation à vous révéler la vérité vraie, mais simplement à lancer des pistes de réflexion pour que vous puissiez faire votre propre avis par vous-même et prendre du recul. À l'heure actuelle, il existe un sentiment anti-police dans une partie de la population et en tout cas dans une grosse partie des médias. Alors j'explique ce sentiment anti-police par plusieurs points. Déjà, le premier, c'est la répulsion à la violence dans nos sociétés occidentales. Donc aujourd'hui, en 2024, pour la majorité des citoyens, la violence ne peut pas être une réponse à une situation. Une partie des citoyens pensent que la plupart, voire toutes les situations, doivent pouvoir se régler sans violence. Et ça, malheureusement, en 2024, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, au final, force doit rester à la loi et force doit rester à l'État belge. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une série de situations qui ne peuvent pas être réglées par la négociation. Alors évidemment, on est tous d'accord, en tout cas moi je suis d'accord avec moi-même, c'est que la violence doit venir en dernier recours. On doit désescalader la situation, on doit discuter, on doit négocier quand il y a de la marge à la négociation. Mais au final, si la personne ne veut pas arrêter ce qu'elle est en train de faire et que c'est contraire aux règles de l'état de droit, eh bien, il faut une intervention, a priori, de la police, qui utilisera la contrainte. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est pour, en fait, faire en sorte que l'état de droit soit toujours la force, la plus forte dans les rues en Belgique. Si c'est pas l'État qui est le plus fort, dans les rues, et ben, en fait, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et mieux vaut que ce soit l'État le plus fort parce que ses règles sont plus justes que si c'est, une bande de jeunes, un groupe armé, ou les dealers en bas d'un immeuble. Si c'est eux qui représentent, la loi dans le quartier, et ben, elle est automatiquement moins juste que les lois de l'État belge. Ça, c'est garanti sur facture. La police a le monopole de la violence parce que l'état de droit reconnaît qu'il faut effectivement, à un moment ou à un autre, utiliser la violence pour contraindre des gens qui n'ont pas envie de faire ce que l'état de droit leur demande de faire et qu'après la négociation, ben voilà, il faut passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est la contrainte et la police est spécialement formée pour utiliser cette violence et elle est la seule, entité publique qui peut exercer cette violence. Évidemment, à partir du moment où toute une partie des citoyens pensent que la violence n'est jamais une solution, eh ben oui, l'administration publique qui utilise cette violence a d'office une connotation négative et au-delà de ça, les souvenirs que vous aurez avec la police seront, en règle générale, plutôt négatifs que positifs. Les fois où vous recevez une amende, alors oui, c'est vrai que vous avez fait, un tort, vous avez roulé trop vite, vous avez brûlé un feu rouge et vous recevez une amende. Et là, vous vous dites: «Ouais, mais purée», votre premier réflexe, c'est pas de vous dire: «Oh, je roulais trop vite», c'est: «Purée, les enfoirés, ils m'ont flashé, tout le monde roule plus vite que moi, on me punit moi, c'est pas juste». Alors que, bah, finalement, c'est juste le contrat de vie, au sein d'une société, qui fait que parfois vous êtes pénalisé, enfin, vous pénalise de façon monétaire, pour le coup. Donc voilà, la police est une force de contrainte et évidemment, c'est pas le service que les citoyens préfèrent et les rencontres que vous aurez en règle générale avec la police, bah, vous en garderez très rarement des bons souvenirs. Contrairement à des ambulanciers, quand vous vous faites, soigner par des ambulanciers, bah, vous allez leur dire merci. Quand vous faites arrêter par des policiers, même si c'est à raison, vous allez rarement leur dire merci: «Oh, je suis content que mes sous soient bien investis dans, la sécurité».
Ça, c'est une première chose, c'est que la plupart des citoyens ont une répulsion à la violence. Et alors, au-delà de ça, il faut aussi bien se rendre compte que, les citoyens exportent leurs valeurs et leur cadre de vie. Donc si vous jugez l'action de la police par rapport à comment vous voudriez qu'elle vous traite, vous, dans votre situation et dans votre quartier, eh bien, vous faites une erreur. Parce que la police doit adapter son comportement en fonction de qui est là en face d'elle et de où elle se trouve. Il y a des quartiers qui fonctionnent selon une logique, bah, voilà, l'État belge, est le plus fort, je respecte les lois et de temps en temps, je dépasse un peu les lois et je les déborde et donc là, on va pas utiliser une violence, inouïe pour vous faire rentrer dans le rang. Ça s'appelle la proportionnalité. Mais par contre, il y a des quartiers, qui raisonnent dans des termes de la loi du plus fort. Donc par exemple, une patrouille de police dans certains quartiers, vous êtes 2. Il y a des groupes, bah, en général des jeunes, qui vont vous venir vous mettre la pression. Ils seront 15, 20 et ils vont vous insulter. Ils vont vous mettre la pression pour vous empêcher de faire votre boulot. OK? Et là, il y a une vraie question qui se passe, c'est qu'est-ce qui prime? Est-ce que, l'état de droit, doit s'appliquer partout, tout le temps? Est-ce qu'il faut se replier, prendre la bagnole, revenir plus tard? Voilà, ça, c'est une vraie question. A priori, c'est une question qui doit avoir une réponse politique et pas policière. Mais voilà, il faut se rendre compte que tous les quartiers ne fonctionnent pas avec la même logique et que la police doit s'adapter aux logiques des quartiers où elle opère. Vous n'intervenez pas, à Cureghem comme vous intervenez, à la Grand Place. C'est pas du tout le même type de population, le même type de contexte. Bref, la police doit s'adapter à son public et à son environnement. Et pour terminer ce premier point, je vais aborder quelques situations où l'usage, de la contrainte et de la violence est en règle générale nécessaire. Imaginez-vous une situation assez classique pour, un membre des forces de l'ordre. Vous êtes appelé par un commerçant parce qu'une personne sans abri squatte sa terrasse ou en tout cas le pas de sa porte et cetera. Vous arrivez, évidemment le sans-abri quand vous êtes là, et avec toute l'empathie que j'ai pour le sans-abri parce que finalement lui, il est aussi un peu une victime, dans cette histoire. Vous lui demandez gentiment d'aller ailleurs. Alors c'est pas top parce que à l'heure d'aujourd'hui à Bruxelles, on peut pas trop les guider ailleurs parce qu'il y a pas beaucoup de structures pour les accueillir. Il y a quelques centres de jour, quelques centres de nuit, mais voilà, il y a pas beaucoup de place. Mais bref, on essaye de négocier avec lui: «Écoute, est-ce que tu sais partir?» Le monsieur doit ouvrir son magasin ou son commerce et parce qu'évidemment le commerçant lui aussi, il est victime de cette situation. La personne sans abri ne veut pas, parce qu'elle veut rester là, elle est peut-être sous l'emprise de la boisson, elle est peut-être droguée et à un moment ou un autre, il va falloir démêler la situation et là, vous avez plus le choix. Vous avez essayé une fois, 2 fois, 3 fois de lui demander gentiment de partir. S'il veut pas partir, vous pouvez pas dire: «Ah bah, bon, bah, voilà, au revoir, on s'en va», parce que sinon vous laissez le commerçant dans ses problèmes. Donc vous allez prendre, le sans-abri par le bras et vous allez le déplacer un peu plus loin. Alors c'est triste, sur le fond, cette histoire est 100 triste, mais ça fait partie du métier de policier. On Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne fait pas toujours des actes, chouettes et alors imaginez de l'autre côté du trottoir, il y a une petite famille qui part et eux, ils se rendent pas compte que, le sans-abri gêne l'entrée du commerce. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient 2 policiers qui traînent, un sans-abri jusqu'au coin de la rue et qu'ils le laissent là. Évidemment, les gens ils disent: «Ouais, mais ça, c'est vraiment des enfoirés, ils le traînent, ils le malmènent à moitié et puis ils le laissent, sur le coin de la rue». Malheureusement, ça fait partie du travail et ici, je vous prends une situation grise, il y a des situations beaucoup moins grises. Vous arrivez sur un braquage, oui, vous allez négocier, 2 minutes, «Jette ton arme». À un moment, s'il se tourne vers vous avec un flingue, bah, voilà, on va pas discuter 2 heures, nous, on va répondre directement parce qu'on n'a pas envie de mettre notre vie, en danger pour lui. Vous arrivez dans une bagarre intrafamiliale, donc dans une famille, c'est en train de cogner, partout. Oui, vous allez casser la porte et vous allez vous jeter, sur le monsieur et là, vous allez même pas négocier parce qu'il y a une bagarre en cours. Peut-être que si vous lui avez dit: «Monsieur, arrête-toi», eh ben, il se serait arrêté, peut-être. Mais s'il ne s'arrête pas et qu'il en met une dernière à sa compagne, vous êtes responsable. Donc oui, vous allez lui sauter dessus directement. Et a priori, comme vous venez de casser sa porte et que vous venez de sauter dessus chez lui dans son salon, vous allez pas être bienvenu. Il va répliquer et là, là, c'est bagarre, quoi. À un moment, il y a pas de technique magique, il y a pas de clé de bras, il y a pas de technique de kung-fu à la Jackie Chan. C'est on y va et on met des pêches. On essaie de pas en ramasser trop et on essaie de gagner parce que, au final, il faut que ce soit nous qui gagnons parce que sinon, de un, on est blessé et de 2, on ne fait pas cesser l'infraction. Donc et des exemples comme ça, où il y a une nécessité, d'en venir à la contrainte et à la violence,
Chaque membre des forces de l'ordre peut vous en citer, des dizaines et des dizaines parce que, malheureusement, ça fait partie de notre quotidien. Alors ça implique plein d'autres problèmes, notamment le fait de reculer la norme de la violence, qu'est-ce qui est habituel pour les gens et cetera. Mais ça fera l'objet, d'un autre podcast parce que le sujet est trop vaste pour l'aborder ici. Un autre facteur qui contribue au sentiment anti-police, ce sont, les associations d'extrême gauche ou intéressés qui développent un narratif, bien rodé anti-police. Donc dès qu'il va y avoir la moindre vidéo un peu tendancieuse ou une intervention un peu musclée, vous allez avoir des associations d'extrême gauche qui vont prendre directement le relais, que ce soit sur Instagram ou dans des déclarations, vis-à-vis, des médias et qui vont vendre un narratif de, «La police est trop bien financée, la police est trop violente, la police est raciste, la police, cogne avant de parler» et en fait, de crise en crise et de fait divers en fait divers, ils viennent toujours avec le même message extrêmement bien rodé et ils essayent de le diffuser le plus largement possible. Et les médias sont évidemment assez friands, de ce genre de propos polémiques. Les associations d'extrême gauche sont extrêmement intéressées par le fait de critiquer la police, tout simplement parce que la police est le bras armé de l'état de droit, et les associations d'extrême gauche critiquent énormément, l'État tout court, surtout dans la frange anarchiste de l'extrême gauche. Elle voudrait bien qu'il n'y ait pas d'État ou en tout cas le moins possible et la police représente une force de contrainte de l'état de droit. Donc en fait, tout ce qui est à abattre, à leurs yeux au niveau de la société d'aujourd'hui. Et alors c'est un discours extrêmement dangereux parce que, dans la société d'aujourd'hui, on a un vrai cordon sanitaire et des vrais, propos qui se déclenchent quand il y a, de l'extrême droite et de l'extrême religieux. Bon, a priori, de l'extrême religieux islamique, suite à tout ce qui a été attentat, État islamique et cetera. Mais l'extrême droite et l'extrême religieuse sont vraiment targetés par les médias, dès qu'il y a une incartade, tout le monde se mobilise pour dénoncer ça et c'est très bien. Mais par contre, l'extrême gauche, bénéficie d'une forme de bienveillance de la part, des médias et de la part, d'une partie de la population qui se veut que, bah, finalement, comme l'extrême gauche lutte contre l'extrême droite, bah, c'est une bonne extrême ou en tout cas, c'est une extrême tolérable. Non, non, non. L'extrême gauche reste une extrême et doit être combattue, sous toutes ses formes, au même titre que l'extrême droite et que les extrémismes religieux. Et en Belgique, on a une forme de bienveillance, vis-à-vis de l'extrême gauche qui risque un jour d'être, problématique parce que le but de l'extrême gauche reste, de saper les fondations de l'état de droit, en Belgique. Alors, à côté des associations d'extrême gauche, on a les associations intéressées. Donc celles qui ont des intérêts, au niveau, de la police. Alors, que ce soit des intérêts, en règle générale, ce sont des intérêts citoyens parce que la police agit, dans certains quartiers et l'action de la police n'est pas approuvée par le quartier. Et l'exemple le plus marquant qui existe sur ces 10 dernières années, à Bruxelles, c'est l'exemple de la brigade Uneus à Saint-Gilles. Pour ceux qui ne connaissent pas, la brigade Uneus a été une brigade de police, plus exactement un koban. Koban, c'est une petite unité japonaise qui s'occupe de quelques quartiers et la commune de Saint-Gilles, il y a une dizaine d'années, faisait face à un énorme problème de vol avec violence et de braquage, au niveau du parvis de Saint-Gilles, de la place Bethléem et du square Jacques Franck. Donc en fait, il y avait beaucoup de vols avec violence qui, étaient, réalisés autour de Bethléem et du square Jacques Franck et les auteurs disparaissaient, dans ces quartiers, soit dans les tours, soit, dans les petits quartiers et donc en fait, ils n'étaient jamais identifiés. Il y avait un vrai sentiment d'impunité et donc il y avait plus d'une dizaine de vols avec violence par jour, donc arrachage de chaînes, arrachage de sacs à main, arrachage de GSM. La commune de Saint-Gilles avait vraiment un énorme problème de sentiment d'insécurité et de sécurité publique au niveau de cet endroit-là et donc elle a décidé de créer, une unité de police qui ne travaillerait que sur ces phénomènes-là et qui ne travaillerait que dans ces quartiers-là et ça a été nommé la brigade Uneus. Je ne connais plus le nom de l'acronyme Uneus, mais grosso modo, leur but, c'était de patrouiller dans ces quartiers-là, a priori en civil ou en uniforme, de connaître les gens, de connaître les jeunes, et de pouvoir reconnaître les personnes
qui font, ces faits-là, tout en créant un sentiment de sécurité dans le quartier, en faisant, un contact avec les commerçants, avec les jeunes, qui étaient de bonne volonté, avec les mamans, avec les papas, bref avec toute la vie, du quartier, qu'elle soit associative, commerciale ou juste, les résidents du quartier, quoi. Et donc cette brigade a été, mise en place et les résultats ont été spectaculaires. Je crois que c'est en 4 ou 5 ans, les faits de vol avec violence et de braquage avaient diminué de plus de 90. On était passé de plus de 10 faits par jour à un fait tous les 2 jours. Enfin, il y a un rapport, je pense qui est disponible publiquement, sur le bilan, de la cellule Unéus, qui est, édifiant, hein. Ils ont réussi à enrayer complètement, le phénomène, de vol avec violence, et le sentiment d'insécurité dans le quartier. Puis après, ils sont attaqués au trafic de stupéfiants. Ils ont eu énormément de succès aussi, bah, parce que voilà, ils connaissaient tout le monde, ils connaissaient très, très bien le quartier. Et alors il y a eu une réaction de ces quartiers-là, sous la forme d'un collectif des madrés. Alors c'est un collectif, des mamans, des gens qui ont été envoyés en prison par cette brigade Unéus. Oui, vous ne rêvez pas, donc c'est les mamans des crapules, hein, il faut appeler un chat un chat. C'est les mamans des crapules de ces quartiers-là, qui se sont dit: «Bah, on peut pas, laisser faire ces policiers encore longtemps parce que, bah, voilà, 9 ils sont en prison ou ils sont mis à disposition du procureur de roi, ils sont poursuivis pénalement, donc ça ne va pas». Et donc elles se sont mobilisées et heu et elles ont fait des interpellations au conseil communal. Pratiquement à chaque conseil communal possible et imaginable, le collectif des madres était là et en fait, elles ont mis une pression sur le politique pendant des années, des années, des années, des années. Elles ont essayé de faire venir les médias, ce qu'elles ont réussi. Elles ont tout tenté pour les discréditer. Dès qu'il y avait la moindre bagarre et cetera, on prenait des photos des gens qui avaient eu la bagarre. On disait que c'était la brigade Unéus qui les avait frappés. Bref, vraiment, il y a eu une campagne, de dénigrement de cette brigade, jusqu'au jour où, une dizaine d'années après sa création, le quartier était pacifié. Donc il y avait beaucoup moins de vols-violences, le parvis de Saint-Gilles était tout à fait, praticable. Et bah, la commune s'est dit que, ben, en fait, la nuisance créée par le collectif des madrés dépassait les bénéfices que, rapportait la brigade de police Unéus et donc ils l'ont dissoute. Donc voilà, ils leur ont dit: «Bah, voilà les gars, vous trouvez une autre brigade et merci pour votre travail, quoi». Et donc il y a eu une perte de connaissances énorme de tous ces policiers qui ont été à droite, à gauche. Ils connaissaient les gens, ils connaissaient les commerçants. Donc on a complètement dissous cette brigade de proximité. Maintenant, on est 2 ans après la dissolution de cette brigade, Unéus et en fait, les commerçants, du parvis de Saint-Gilles regrettent amèrement leur départ, tout simplement parce que depuis le parvis de Saint-Gilles a été, repris, par des toxicomanes qui causent des problèmes, aux commerçants et qui crée un sentiment d'insécurité sur le parvis de Saint-Gilles qui n'est évidemment pas bon pour l'image de marque du parvis de Saint-Gilles. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Bruxelles, le parvis de Saint-Gilles, c'est une place où il y a énormément de bars, de cafés, de commerces, très animé l'été, et très apprécié, pas des bobos chics, de Bruxelles, notamment d'Ixelles, Saint-Gilles, le bas de Uccle, qui vont boire leur petit verre en terrasse là-bas. Et donc maintenant, après la dissolution de cette équipe Ineos, on se rend compte que, beh, les vols violents sont repartis à la hausse, qu'il y a de nouveau plein de criminalité liée au trafic de stupéfiants et que, il y a une remontée en puissance des toxicomanes qui réinvestissent l'espace public qui avant était géré par Ineos. Bah, là, vous avez un bel exemple, de ce qui se passe quand l'État désinvestit un endroit et que ce n'est plus l'État qui est la personne de référence exerçant l'autorité dans un quartier et que c'est laissé à d'autres, bah, notamment ici au square Jacques-France, à des groupes de jeunes, que ce soit des dealers, ou des jeunes qui traînent et ça, c'est un vrai problème et donc là, on a aussi un bel exemple d'une pression sur le politique qui a réussi et qui a fait en sorte que la situation sur le terrain se dégrade. Un autre facteur qui contribue au sentiment anti-police, c'est le travail de piètre qualité des médias. Comme le sentiment anti-police, en tout cas le sujet, qui aborde, la police sont extrêmement vendeurs à l'heure actuelle, les médias sont prêts à, bah, relativement tout pour parler du sujet. Alors il y a deux catégories où on parle du sujet. Il y a les émissions entre guillemets «pro», où, on suit, des policiers sur le terrain, type enquête,
ou Rage de la vie, je pense, ou des émissions comme ça. Non, c'est pas les Orages de la vie, je dis des bêtises. Mais ce sont des émissions où on suit des policiers sur le terrain, soi-disant pour rendre compte de leur travail. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas la place des caméras de télévision. Comment est-ce que vous voulez faire un travail, de qualité quand vous êtes dans les problèmes des gens avec la caméra de RTL TVI derrière votre épaule? «Ah bonjour madame, écoutez voilà, on a entendu qu'il y a une dispute entre vous et votre mari, est-ce que vous voulez m'en dire plus?» Et vous avez, le caméraman, qui fait un gros plan sur la tête de madame. Comment est-ce que vous voulez travailler dans les conditions pareilles? C'est juste pas possible. Enfin, voilà. Ça, c'est, un sentiment personnel. Donc ces caméras ne montrent qu'un pan de la police. Alors certaines émissions sont mieux faites que d'autres. J'ai pris Enquête qui est le pire de loin. Niveau Vire chez, les néerlandophones est un peu mieux et un peu plus qualitatif. Mais voilà, je suis assez, mitigé par rapport à ça. Et alors vous avez les autres, types d'émissions qui sont les émissions type investigation ou, les émissions, en néerlandais, panneaux, qui ont traité des violences policières. Alors, de base, ces émissions, il faut bien se rendre compte que des émissions comme Inside, Investigation, c'est des émissions à buzz. Donc elles choisissent un sujet et quand elles creusent ce sujet, elles doivent avoir quelque chose de croustillant. Elles doivent faire du buzz parce que sinon personne ne les regarde. Vous ne regarderiez pas un investigation sur, Jean-Jacques, l'agent de quartier qui fait sa tournée et avec qui tout se passe bien et qui n'a aucun problème, et où tous les gens lui disent: «Ah mais merci, vous avez fait un travail incroyable». Vous allez pas regarder ça pendant 50 minutes, ça c'est sûr et certain, et je suis le premier à ne pas regarder ça, hein, évidemment. Mais donc il faut bien se rendre compte que ce type d'émission, peu importe le sujet qu'elle traite, sont biaisés. Ça, il faut s'en rendre compte et c'est comme ça pour tout. Le but, c'est des infochocs, du scoop, du buzz. Et alors le vrai problème, c'est qu'en Belgique, il y a eu 2 grosses émissions, dans les 2-3 dernières années. Donc une émission de panneaux sur la violence policière et une émission, investigation de la RTBF, sur les violences policières. Et là, par contre, on n'est pas face à du journalisme, mais on est face, à du mensonge, en tout cas pour l'émission panneaux et pour l'émission investigation, on est face à beaucoup de mauvaise foi et je vais vous donner un exemple très concret dans l'émission panneaux. Donc l'émission panneaux, grosso modo, elle, reprend 4 faits, qui se sont passés. Elle interviewe les victimes, de ces faits, donc c'est des confrontations avec la police, puis elle montre des vidéos et après elles analysent ces vidéos par rapport à ce que la victime a déclaré. Donc déjà, on ne donne pas, la parole aux policiers, donc il y a déjà, 50 du récit qui passe à la trappe, mais bon, soit. Mais par contre, bien pire, il y a un récit, qui s'est passé à Saint-Gilles. C'est, dans un bar où la police intervient et en fait, ça termine en bagarre générale, au milieu de ce bar-resto. Et en fait, dans l'émission panneau, le séquençage des images est modifié. Donc, on va d'abord voir la police qui va taper et après on va voir la police qui discute et une scène relativement calme. On ajoute même, ça il faut quand même être fou, mais on ajoute du son à une image de vidéo, surveillance qui n'a pas de son. Et comment, on sait ça? C'est parce que enfin, en tout cas la vidéo a tourné à l'époque, de l'intervention complète. La vidéo dure 8 minutes et en fait, on voit très clairement, qu'il y a une escalade et cetera et que c'est pas juste la police qui arrive, qui met des coups et puis on discute. Et ça, évidemment, dans l'émission panneau, c'est pas intéressant, c'est pas vendeur. Parce que sur le fond, l'intervention s'est bien passée, mais on ne savait pas faire de buzz avec ça. Donc l'émission Panneau a pris la décision et fait le choix de, déplacer les séquences choquantes au début de la vidéo, et de faire en sorte comme si de faire un montage en fait d'une situation qu'ils expliquent et qu'ils entrecoupent de déclarations, de la victime. Et alors ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la victime déclare, que, ils protégeaient, des collègues à lui de coups de matraque et en fait, on voit sur la vidéo que ces fameux coups de matraque, ben, en fait, c'est ses collègues qui attrapaient les matraques des policiers et qui essayaient de les tirer. Et les policiers tiraient en retour leurs matraques. Donc, de un, ils leur ont pas mis de coups. Et de deux, là, on est sur le fait d'essayer de prendre l'arme, enfin, ici, une matraque télescopique, c'est une arme, d'un fonctionnaire de police. Je vous invite à aller regarder l'émission, si vous tapez émission violence policière panneau sur Google, vous allez bien tomber sur l'émission et vous en faire votre propre avis. Mais donc voilà, l'émission panneau, elle est clairement, orientée et puis il y a une émission sur investigation
Je pense que je ferai une fois un sujet, sur ces 2 émissions, en long et en large, avec une vidéo. Mais bref, l'émission, Investigation de la RTBF, le titre, c'est «Violence policière, impunité?» point d'interrogation. Et en fait, l'émission se pose la question de savoir si, la police bénéficie d'une immunité. Et alors, ce qui est d'une mauvaise foi crasse et ce qui est scandaleux, c'est qu'ils prennent l'histoire d'un policier, du commissariat de Mostyn à Anderlecht, qui a frappé, dans une cellule et sur un banc, une personne. Ils prennent ça en exemple de l'impunité, des policiers. Et en fait, c'est peut-être le meilleur exemple pour prouver que, bah, non, on n'est pas impuni. Parce que suite à ces 2 enfin, avant l'émission, le policier a été, puni au disciplinaire, pas au judiciaire, parce qu'il y a jamais eu de plainte pénale des victimes, donc elles ont pas porté plainte. Mais par contre, la zone de police s'est rendue compte qu'il était dysfonctionnel, a vu qu'il y avait eu un souci et a pris des mesures concrètes. Alors que la zone de police aurait pu mettre ça sous le tapis. Et hop là, ouais, on parle pas trop de ça. Oui, OK, on a vu les images, hop, on back. Moi, j'ai rien vu, rien entendu, je sais rien. Il y a pas de plainte pénale, je suis pas obligé de faire une action. Non, malgré ça, la zone de police a décidé d'une sanction lourde. Je crois que c'était retrait sur salaire, suspension, interdiction de sortir à l'extérieur. Enfin, voilà, donc on peut avoir un débat sur le fond de la sanction, donc savoir si c'était assez ou pas. Là, on peut avoir un débat, mais on ne peut pas avoir de débat sur le fait soit impuni, parce qu'il n'a pas été impuni. Et s'il y avait jamais eu cette émission, personne n'aurait jamais rien su, de ces vidéos, mais par contre, lui, il aurait été puni. Donc la police n'a pas réagi après coup, la police a réagi avant. Donc ici, c'est plutôt une démonstration de quelque chose qui fonctionne bien que de ce qui ne fonctionne pas. Et évidemment, pour l'émission, c'est pas du tout intéressant, mais comme les vidéos sont très parlantes et pourraient se prêter à un bon scoop, eh ben, elles ont pris le parti de ne pas trop parler du fait que, bah, en fait, les organes de contrôle avaient joué leur rôle, qu'il y avait une sanction qui a été prise, mais d'utiliser ces vidéos dans un narratif, anti-police où, effectivement, ils se prennent pour des cow-boys et en plus de ça, ils sont, en totale impunité. Au-delà de ça, ces émissions, il y a aucune remise en contexte par rapport au nombre d'interventions et à la méconnaissance du fonctionnement de la police. La police, c'est des millions d'interventions, par an, des milliers de bagarres, des milliers de services d'ordre public, et il y a uniquement une fraction très, 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 très restreinte de ces interventions qui dégénèrent, et qui, finissent, dans les journaux et cetera. C'est une fraction de trop, on est d'accord, il y a des abus, ça existe. Il y a des policiers qui sont trop violents, ça existe. Mais de manière générale, sur 100 des policiers, on n'est même pas sur 1 des policiers qui sont comme ça. Et évidemment, ça, c'est jamais assez rappelé. Alors, évidemment, il faut lutter contre, ça, on est bien d'accord. Mais c'est le travail des médias aussi de remettre en contexte, de prendre du recul, de contextualiser, d'apporter une plus-value et une expertise en plus qu'ils ne font pas. Parce que s'ils apportaient cette expertise, en fait, il passerait à côté d'un scoop et il démontrait un peu la thèse, anti-police. Et donc du coup, c'est beaucoup moins intéressant, pour vendre, une émission ou des journaux, de dire: «Non, la police n'a pas mal fait, ici, on voit très bien dans telle vidéo, il se passe telle chose», d'avoir un avis construit comme ça. Il y a peu de gens qui vont lire l'article, mais par contre, si on met sur les réseaux: «Encore une bavure au commissariat d'Anderlecht», tout le monde va cliquer sur l'article. Ça, c'est sûr et certain. Et donc voilà, le rôle des médias, et bon, ici on parle, des violences policières, mais en vrai, c'est dans tous les sujets. Les médias d'aujourd'hui, en 2024, sont d'une qualité moindre que ce qu'il pouvait y avoir par le passé, parce que les lecteurs demandent une qualité moindre et c'est un gros problème. C'est un très gros problème pour la police, ce manque de qualité journalistique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand il arrive un incident, on a toujours qu'une version, de l'incident et c'est la version, des personnes impliquées. Tout simplement pourquoi? Parce que la police ne communique pas, donc c'est le parquet en général qui va communiquer et le parquet, comme il y a une enquête judiciaire en cours, va en dire le moins possible. Alors, d'un point de vue judiciaire, ça fait sens, parce qu'au plus on sort des informations dans la presse, au plus on pollue l'enquête, au plus on risque de faire une bourde, au moins les témoignages sont fiables. Donc imaginez, bah, prenons une course de scooter qui tourne mal et il y a un accident, le passager du scooter est décédé. Le parquet va expliquer les faits. Donc, il y a eu une course-poursuite à partir de tel moment jusqu'à tel endroit. La personne est décédée à tel endroit suite à une collision avec tel type de véhicule.
elle va pas du tout donner plus d'informations pour que s'il y ait des témoins des faits, qui se présentent et ben, en fait, il n'est lu dans la presse que le strict minimum et qu'on puisse en fait tout simplement savoir si oui, ils ont vraiment été témoins ou pas de par leurs déclarations et surtout parce que, bah, voilà, le code d'instruction criminelle et les lois sont assez claires. C'est qu'à partir du moment où il y a une enquête en cours, il y a le secret de l'instruction si on est à l'instruction et le secret professionnel pour les policiers qui s'applique et donc on ne communique pas de manière proactive, sur ces enquêtes et ça, c'est un gros problème, d'un point de vue communicationnel, tout simplement parce que vous laissez le terrain libre, à la propagande de la partie adverse. Donc typiquement, bah, voilà, ici, si, vous pensez être victime, d'une erreur, ou d'une violence policière, bah, vous pouvez vous exprimer dans les médias, vous pouvez, donner 15 fois votre version, on peut faire, un film de vous, on peut un peu magouiller sur les faits, dans une émission type enquête ou investigation, sans que la police ne réagisse, parce qu'elle ne réagira jamais tant que l'enquête n'est pas terminée. La justice belge, étant une Ferrari, les enquêtes prennent, 1, 2, 3, 4 ans et donc parfois, ce qu'on a, c'est qu'on a des rétropédalages des journaux qui disent: «Ah bah, vous savez quoi? Il y a 4 ans, on a peut-être dit une connerie, mais en attendant, le mal est fait» et en plus, quand évidemment, on a un rétropédalage des journaux, c'est en tout petit à la 15e page et pas en 1re page, en gras sous-titré. «Il y a 4 ans, nous avions accusé la police de violences policières, nous avions peut-être été un peu rapides en conclusion» et ça, c'est un gros problème pour la police, c'est que la police aujourd'hui ne communique pas, elle fonctionne, on pourrait l'appeler la grande muette, un peu comme l'armée dans les années 80-2000. C'est que la police ne communique pas, ne donne pas, une thèse, plausible et surtout ne donne pas une thèse qui pourrait influencer les gens, les futurs jurés si c'est un procès d'assises, les futurs juges. Donc voilà, l'outil communicationnel n'est pas du tout, pris en compte et on laisse, le champ libre à des gens qui sont mal intentionnés à ce niveau-là. Et et au jour d'aujourd'hui, c'est un gros problème et alors on se retrouve même parfois à avoir des gens, heu, qui ne croient d'office pas la version de la police juste parce qu'ils pensent qu'on est dans des théories du complot. Donc ça, c'est encore un autre débat, mais on devrait pouvoir avoir une communication par rapport, aux interventions de police beaucoup plus rapide, beaucoup plus structurée, notamment, s'il y a des bodycams, on devrait pouvoir, montrer la bodycam relativement rapidement avec une annotation des images ou en tout cas, quelqu'un qui commente les images pour expliquer ce qu'il se passe, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tel intervenant a pris telle décision, quelles étaient les informations, en possession des intervenants à tel moment et en fait, arriver à faire comprendre au public la gravité de la situation qui a eu lieu, les contraintes temps, parce qu'évidemment, c'est facile pour un journal de disséquer, une course-poursuite et de dire, «Bah, voilà, on s'est rendu compte, que, il n'y avait rien dans le véhicule qui a pris la fuite». Oui, oui, on le sait après, mais au moment de la course-poursuite, les intervenants qui prennent en chasse le véhicule n'ont pas ces informations. Ils partent du principe, le véhicule fuit un contrôle de police, c'est qu'a priori, c'est un comportement déviant, par rapport aux normes sociétales et donc il est intéressant de contrôler ce véhicule parce qu'il nous fuit. Vous voyez? Et c'est qu'il a probablement quelque chose à se reprocher et évidemment, la police ne tenant très peu ce discours-là dès qu'il y a un problème, bah, ici je parle des courses-poursuites parce qu'il y en a eu récemment, mais dès qu'il y a un problème de violence policière et cetera, on n'explique pas, on ne fait pas de la vulgarisation, des interventions de police et ça, c'est un gros problème parce que du coup, le message de la police n'est pas entendu, parce qu'il est tout simplement pas communiqué et on laisse le champ libre, à des gens de venir planter des petites graines, petit à petit, qui érodent la confiance de la population dans la police, tout simplement parce qu'elle voit des images non commentées, mis hors contexte et personne ne vient leur rappeler le contexte. Normalement, c'est le rôle des médias. Mais bon, voilà, pour des raisons de vente de journaux, c'est beaucoup plus intéressant, de ne pas, trop remettre en contexte et de partir sur une narration anti-police et donc du coup, si la police elle-même ne réagit pas ou réagit beaucoup trop tard, eh bien, on se retrouve face à un problème colossal en termes d'image, de la police. Un des derniers points que j'aborderai pour expliquer le sentiment anti-police, c'est que, la police reste une force de contrainte. Alors oui, on aide les victimes, c'est sûr et certain,
mais la plupart de nos interactions sont avec les suspects ou avec des citoyens dans une position où nous sommes là pour, réprimander et pour être répressifs. Alors est-ce que c'est comme ça que devrait être la police? Ça, chacun peut avoir son idée là-dessus, mais à l'heure d'aujourd'hui, la police est avant tout une organe répressive, que ce soit en police de la route, contravention, test drogue, test d'alcool, contrôle de vitesse, contrôle de véhicule, au ou, au niveau de la police judiciaire, recherche des infractions, appréhension, des gens qui posent problème. Donc oui, voilà, on est une force de contrainte et donc forcément les gens ne sont jamais vraiment contents de nous voir. Alors même si on, règle certains problèmes pour eux, le lien n'est pas toujours fait. Parfois il y a des gens qui vont voir des policiers qui contrôlent quelqu'un et ils vont dire: «Ah, ils exagèrent, pourquoi lui?» et cetera. Alors que les policiers ont tout à fait raison de contrôler cette personne parce qu'eux ont des informations qui ne sont pas accessibles au grand public. Et les gens ne vont pas faire le lien entre ces contrôles et le fait que peut-être que ce quartier est relativement tranquille parce que les policiers font un contrôle et contrôlent la criminalité qui, sinon, pourrait devenir endémique et se répandre dans le quartier et conduire à tout un tas de petites incivilités et créer ce fameux sentiment d'insécurité. Donc le travail de la police n'est pas visible, on voit rarement les conséquences. Par contre, on voit très souvent leur manque. Vous allez aller dans certains quartiers, vous allez pas vous sentir bien. Qu'est-ce que vous allez dire? Bah, que fait la police? OK, vous allez dire: «Bah, purée, eux qui foutent rien, ils pourraient venir un peu contrôler ici, ils pourraient venir, un peu sécuriser cette place» et à l'inverse, ces mêmes personnes qui vont vous dire ça par rapport à un quartier, dans un quartier calme ou sécurisé, elles vont voir des policiers qui font un contrôle de véhicules ou pire, elles seront elles-mêmes sujettes à ce contrôle et elles trouveront ça scandaleux. Et elles seraient capables de lancer des: «Ah, ben vous avez pas des terroristes à attraper, vous avez pas autre chose de mieux à faire?» Et donc là, on est vraiment face à un problème typiquement policier, c'est que bien faire notre travail fait en sorte que la plupart des gens n'aient pas une image, positive de nous. Parce que même si vous arrivez: «Bonjour monsieur, bonjour madame, votre carte d'identité s'il vous plaît» et que le contrôle, vous êtes courtois et professionnel, ce qui doit être la norme et ce qui est d'ailleurs le cas dans 99 des interventions. La personne, même si vous êtes courtois avec elle, elle est pas contente d'être contrôlée. Elle est pas contente que vous ayez mis la sirène et que vous l'ayez mis sur le bord de la route pour contrôler son véhicule. Et en vrai, c'est tout à fait normal. Enfin, moi, les rares fois où j'ai été contrôlé, bah, j'étais pas content. Alors c'est rigolo évidemment de le voir quand on est policier, de le voir, en tant que position de contrôler, mais ça reste quand même un moment désagréable à passer. Que vous soyez courtois, poli, ça atténue un peu le fait que ce soit désagréable, mais ça reste désagréable et donc évidemment l'image de la police ne sera jamais, vraiment associée à quelque chose de positif, sauf quand vous êtes une victime. Pour conclure, l'image de la police en 2024 est une image complexe et compliquée, mais qui reflète en fait les problèmes de notre société. C'est-à-dire qu'on a une croyance et une tolérance de la part de la population envers les institutions publiques, qui se dégradent. On l'a vu pendant le Covid avec les théories du complot, comme quoi le Covid était une invention, destinée à nous contrôler. On l'a vu avec la vaccination où les gens, pensaient que le médecin mentait et ne voulaient pas se faire vacciner. L'image de la police souffre de tout un tas de maux, dont j'ai essayé d'en dresser quelques-uns. Mais, de là à se dire: «Est-ce que l'image de la police en 2024 est pire que celle, des années 50, des années 60?» Ben, je pense pas. De tout temps, l'image de la police a été compliquée. Parce que de tout temps, on est et on restera une force de répression et que, ben, voilà, on ne sera jamais bien vu, tout simplement parce que de par notre rôle, on n'a pas un rôle agréable pour les gens. Alors, c'est vrai qu'une police qui fait bien son travail fait en sorte que les gens ont une certaine qualité de vie, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils ne font pas le lien entre cette qualité de vie et le fait que la police fait bien son travail. Tandis que dès que la police fait la moindre erreur, là, on s'en rend tout de suite compte et on peut tout de suite les pénaliser, en tout cas en termes d'image. Le fait que la police ne communique pas du tout, évidemment, ne résout pas de problème et n'ajoute pas de plus-value au débat. L'idée de se dire que l'image de la police à l'heure d'aujourd'hui est pire qu'avant, moi, je n'y crois pas. Après, j'avoue que je n'étais pas encore né dans les années 60, donc peut-être que je suis un peu biaisé pour ça, mais voilà, l'image reste celle de l'image d'un corps de police qui est avant tout répressif.
Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Je pense qu'il y a des dizaines de façons d'améliorer. Le fait d'avoir une image négative, enfin aussi négative qu'à l'heure actuelle n'est pas une fatalité, mais il ne faut pas espérer avoir une image, toute belle, toute rose, parce que le travail de police n'est pas tout beau, tout rose et ce que nous faisons implique qu'à un moment ou à un autre, il y aura des morts. À un moment ou à un autre, il y a des interventions qui vont mal tourner. À un moment ou à un autre, il y a des courses-poursuites qui vont mal tourner. C'est inhérent au fait, au travail de la police et c'était vrai dans les années 60, c'est toujours vrai aujourd'hui et ce sera toujours vrai dans 30 ans. Parce que quand on on a des interventions de police, quand on a dans des dossiers compliqués, des dossiers du grand banditisme ou de la petite criminalité, un moment ou un autre, vu les risques qui sont en jeu, les erreurs se payent cash et prennent tout de suite des dimensions énormes. J'espère que ce petit podcast aura pu vous faire réfléchir sur votre perception de la police, sur la façon dont vous analysez son action et sur les leçons que vous en tirez. Je vous dis à très bientôt.